Très heureux de vous accueillir ici et très heureux que ce programme prenne forme, puisque ça fait déjà maintenant quand même une petite année, peut-être un petit peu plus qu'on y travaille. Moi, je vais essayer de vous resituer un petit peu rapidement Matrice dans 42. Donc déjà rapidement 42, l'une des missions de 42 que nous a donné Xavier Niel quand on a démarré 42, c'est en gros de développer le secteur de l'innovation numérique en France. Ça, c'est notre première mission. Donc la première étape de cette mission consiste à fabriquer les talents qui vont permettre de faire développer ces choses-là. Donc dans un premier temps, les repérer. Donc ça, c'est une grosse mission de 42. Puis leur fabriquer un framework de développement qui permet de développer ces talents. Donc ça fait maintenant 3 ans que 42 existe. On a 3500 étudiants maintenant. À peu près 150 sociétés, 150 startups ont été créées. Donc voilà, on a démarré cette activité et on a un flux d'à peu près entre 700 et 900 étudiants par an qui vont sortir et qui sont des gens qui sont particulièrement efficaces. Alors là, je dirais la particularité de 42, c'est que nous pensons des choses un peu bizarres. On pense que l'informatique, c'est de l'art. On pense que ça n'a rien à voir avec la science. On pense qu'aujourd'hui, on cherche des informaticiens qui sont créatifs et collaboratifs. On pense que l'innovation individuelle n'existe plus, il n'y a plus que l'innovation collective. Et donc, on essaie de fabriquer les agents qui permettent de faire ça. Donc ça, c'est notre métier de fabrication. À partir du moment où on commence à avoir un certain nombre de jeunes qui sortent, ce qui est le cas, notre deuxième mission, c'est d'essayer de rendre le plus impactant possible ces jeunes. Donc, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils aillent dans l'industrie, qui créent des entreprises qui ont le plus d'impact sur notre écosystème. Si vous voulez, bon, je ne vais pas sans caricaturer, mais si on a un étudiant qui sort de 42 et qui se retrouve à l'administration système à la BNP, finalement, on a tout raté. C'est très cool que la BNP marche, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif n'est pas de continuer à faire marcher la BNP. Notre objectif est de transformer la BNP en la BNP 2.0 ou ce qui arrivera derrière. Okay, en tout cas, c'est notre objectif. Donc, dans ce cadre-là, on a tissé tout un tas de partenariats avec beaucoup d'entreprises. Donc, on a énormément de partenaires. On a à peu près 3000 entreprises partenaires aujourd'hui. Et un des objectifs derrière est de se dire qu'on cherche à ce que ces étudiants aillent travailler non pas pour des entreprises, mais aillent plutôt travailler à transformer un secteur. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de Matrice. L'objectif de Matrice, c'est de répondre à des problématiques transversales, soit de secteur, soit de groupes d'entreprises, soit même d'entreprises quand elles ont un certain volume, mais qui ne se trouvent pas dans la situation finalement d'aller développer suite à un cahier des charges, mais qui soient dans la situation de participer à l'invention de la restructuration de cette économie. Voilà. Ça, c'est l'objectif de Matrice. Aujourd'hui, je pense que François-Xavier vous présentera les différents programmes qui ont lieu, et vous verrez que ces programmes sont tous structurants, qui n'ont pas pour objectif de fabriquer un produit, qui n'ont pas pour objectif de démarrer une action, mais qui ont vraiment pour objectif de transformer, d'être un processus de transformation à l'intérieur de ces entreprises ou de ces secteurs ou de ces institutions. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une des missions de 42, c'est de faire en sorte que derrière, les étudiants aient un impact. Okay. Alors après, on va avoir à peu près entre 20 et 30% qui vont créer leur propre entreprise, hein. Et puis, on en a qui vont aller dans les entreprises classiques. Une autre mission de 42 est aussi d'aider les entreprises actuelles à se transformer. Okay. Donc, on a mis en place une entité qui s'appelle 42 Labs, qui a pour vocation à travers soit de la formation, soit des programmes, à aider les salariés d'une entreprise à se transformer. Donc, si vous voulez, Matrice va plutôt transformer la matière même de l'entreprise, okay, et 42 Labs a pour vocation d'aider les salariés qui existent déjà, ou les nouveaux, à se transformer aussi. Bien sûr, ces deux actions sont conjointes et peuvent s'intermêler et fonctionner en parfaite adéquation. Voilà. En tout cas, je pense que j'ai un petit peu donné l'ADN de Matrice et l'ADN de 42. Je vais redonner la main à François-Xavier pour illustrer et rentrer plus dans le détail. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà. Vous vous demandez sans doute encore, et c'est bien normal, ce qu'est Matrice. Nicolas a commencé à planter le décor. Derrière Matrice, il y a 42, bien entendu, il y a une autre institution, pivot, Creative Valley. Et je vais demander à Yann Gozlan de dissiper ou d'épaissir encore un peu le mystère Matrice avant que l'on plonge vraiment dans le sujet et dans comment ça marche. Yann, qui a été là au début, je te laisse la parole.
Oui, merci. Donc, Yann, Creative Valley. Creative Valley, bon, bah, pour un certain nombre d'entre vous, vous connaissez déjà. C'est un réseau de centres d'innovation qui est né dans le sud parisien, dans un lieu où on est pas mal d'écoles d'informatique, en Val-de-Marne. Et aujourd'hui, on a créé, notre vocation, c'est de créer un réseau de centres qui soit thématisé, qui sur chacune des thématiques sur lesquelles on pense que la France a quelque chose à dire, on veut permettre la montée en puissance et le développement d'entreprises. Donc, que ce soit dans le domaine de la santé, avec nos amis de Gustave Roussy, par exemple, on va essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut construire des programmes dans lesquels on va avoir des universités comme Paris Sud ou des clusters comme Cancer Campus ou des écoles pour co-développer des projets tout au long de leur développement, de l'idée au sein des écoles jusqu'à, on l'espère, leur introduction en bourse. Un autre sujet sur lequel on est aujourd'hui, par exemple, c'est sur Versailles. Sur Versailles, on est en train de travailler sur un sujet. On essaye de travailler sur la convergence entre les métiers d'art ou les spectacles vivants et le numérique. Voilà. Donc évidemment, pour pouvoir construire tous ces centres et leur donner une légitimité en France et à l'échelle internationale, la question des programmes interécoles a toujours été centrale chez Creative Valley. Et depuis le démarrage, lorsque 42 a été lancé, on s'est dit un jour, c'est génial, on sera capable de pouvoir travailler avec des codeurs de l'école 42 et de les faire rencontrer des artisans d'art, de les faire rencontrer des médecins, des chercheurs et de les faire coopérer tous ensemble. Et aujourd'hui, on a la grande chance de voir les choses s'incarner dans le projet Matrice. Merci beaucoup, Yann. Voilà, comme tu le disais, le moment est venu pour que les choses s'incarnent, le moment est venu pour passer à un stade supérieur, et ce stade supérieur, c'est Matrice, c'est celui qu'on va vous présenter maintenant avec ces deux papas que sont Creative Valley et l'école 42. Alors, pour nous accompagner sur cette grande soirée, on a tout un dispositif, et un dispositif artistique. Vous avez vu un premier dessin de Meylan qui fait du live sketching, si je ne me trompe pas, c'est comme ça le terme officiel, et qui va nous croquer pendant toute la soirée. Et puis, tout à l'heure, on vous emmènera de l'autre côté, derrière le miroir, là où sont déjà un certain nombre de nos amis, pour que vous puissiez voir les premiers projets faits dans le cadre de Matrice, parce que nous on va causer, mais en vrai, il y a des étudiants qui ont travaillé. Alors, mais je voudrais, avant toute chose, vous présenter un troisième acteur, un troisième larron, qui va nous interpeller depuis San Francisco, où il est actuellement. C'est Kwame Yamian, le directeur général adjoint de 42, qui a été à la base de ce programme Matrice, dans les réflexions, avant même qu'on arrive tous dans la boucle. Et en se connectant à notre ami Kwame, le voilà. Parce que nous, le voilà. Mon cher Kwame, voilà. Kwame a déjà son fan club dans la salle, mais en bon 36 qu'il est, il noyote toutes les salles dans lesquelles il intervient. Donc je te reconnais bien là. Kwame, voilà, le programme Matrice va être placé sur orbite dans quelques minutes. Nicolas et Yann en ont déjà dit un mot. Et maintenant, je voudrais avoir ton sentiment et savoir pourquoi, depuis là où tu es, c'est-à-dire San Francisco, là où 42 a ouvert sa nouvelle école, 42 US, nous dire comment est-ce que toi, depuis l'informatique, depuis ton parcours, depuis ton vécu, depuis ton rapport aux jeunes et aux entreprises, comment tu as voulu et pensé le programme Matrice qu'on a conçu ensemble? Alors, merci beaucoup. Bon, d'abord, le programme Matrice, c'est un programme qui est réfléchi depuis, en fait, beaucoup plus longtemps que ce qu'on le pense. Quand on était avec Nicolas et qu'on présidait au défilé d'une autre école, on avait déjà remarqué que nos étudiants étaient particulièrement créatifs, arrivaient à faire des choses. On a ici, par exemple, vous connaissez peut-être une entreprise qui s'appelle Docker, qui a été formée par un des anciens, qui vaut 1,5 milliard. C'est quand même une très, 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 très belle réussite, peut-être la plus grande des réussites qu'on ait pu faire. Mais si on regarde, encore une fois, Docker, c'est un sujet qui intéresse principalement les informaticiens, ce qui fait que le grand public ne le connaît pas bien. Et si on veut réussir de l'innovation, si on veut réussir à fabriquer des nouvelles choses, il y a une question fondamentale et centrale qui est l'interdisciplinarité. À savoir donc, comme Nicolas l'a sûrement dit précédemment avant moi, on croit beaucoup que l'innovation se fait à plusieurs. Et si vous prenez un secteur comme la e-santé, on pense que la e-santé, c'est un secteur qui a beaucoup de mal à évoluer, parce que typiquement, il manque énormément d'interdisciplinarité. À savoir donc que la France est construite en silo, ce qui était très bien pour servir l'ère industrielle, mais qui ne sert pas du tout l'économie digitale et l'économie numérique. Donc vraiment, aujourd'hui, si on voulait faire de la e-santé un peu intelligente, eh ben, il faudrait qu'on soit intégré dans le parcours de
fabrication des médecins. Alors, vous me voyez aller voir la fac de médecine en leur disant, vous voulez pas nous filer une année qu'on bosse avec vos amis médecins? C'est quelque chose de très, très compliqué, évidemment, à mettre en œuvre, mais qui est fondamental si on veut réussir à faire ça. Et cette réflexion-là, on l'a depuis de nombreuses années, que ce soit avec Yann, que ce soit avec Nicolas. Et effectivement, quand j'ai pu rencontrer pour la première fois Xavier, et aussi sur la même longueur d'onde, on s'est dit qu'on va commencer par l'appliquer à nous-mêmes, puisque vous voyez que François Xavier, c'est très exactement un personnage comme moi, c'est-à-dire principalement très littéraire, un 2 mètres, 100 kilos, enfin une force de la nature, exactement. Et j'ai même un suite. Je commence même les premiers principes de Matrice, à savoir donc qu'on va prendre des gens qui ne sont pas tout à fait comme moi, avec la même culture, pour réussir à fabriquer un programme qui va nous sembler le plus intelligent, puisque travailler ensemble. Et voilà comment les débuts de Matrice aussi ont été créés. Donc vraiment, cette question de l'interdisciplinarité, j'imagine que vous êtes devant vous, donc vous connaissez bien que ce langage a quand même une notion autour de comment est-ce qu'on va faire pour mêler les talents. Voilà. Donc que ce soit depuis les US ou que ce soit depuis la France, cette interdisciplinarité, intergénérationnelle et surtout évidemment intercompétence exige, bien sûr, si on veut que les gens travaillent ensemble. Combien de projets a-t-on vu d'étudiants qui se demandaient finalement dans leurs écoles d'ingénieurs quand elles avaient le temps de le faire? En fait, jamais. Ils n'ont pas le temps de le faire parce que les écoles d'ingénieurs, notamment 10 heures de travail par jour, vous n'avez pas le temps de faire autre chose, de projeter, de vous lancer vos projets à côté. Mais c'est même plus pour ça, quelque part. On a plein d'écoles, on a pu rencontrer, oser dire qu'on va sortir de voilà. Donc c'est quelque part dévaloriser l'établissement, dévaloriser le professeur qui dit si vous l'enlevez de ma classe, comment cet étudiant va devenir bon. Et tout ça, c'est des sujets qui sont assez complexes et une partie de ce qu'on souhaite apporter comme réponse, c'est ce travail qui va être fait sur Matrix, que je vais laisser donc François Xavier, Nicolas et Yann vous laisser découvrir. Voilà un petit peu aussi une genèse qu'on a pu faire sur Matrix. Merci beaucoup, Kwame. Voilà, ce soir, on voulait procéder comme on procède à 42 quand les étudiants arrivent, c'est-à-dire les plonger directement dans le grand bain de Matrice et tout de suite donner la parole aux premiers acteurs qui ont amené le sujet et qui ont commencé à le penser, à savoir donc Yann, Nicolas et Kwame. Et dans ce qu'ils ont dit, je retiens différents points. La dimension d'aller un pont plus loin, ainsi que le disait Nicolas, au-delà de simplement former des informaticiens, être en capacité d'attaquer les mondes complexes et d'attaquer la complexité du monde contemporain par le biais du numérique. Ce que disait Yann sur cette faculté à connecter des gens qui ne se parlaient pas et qui ne se connectaient pas alors qu'ils avaient et qu'ils auraient tout intérêt à avancer ensemble. Et puis, ce que apportait Kwame, du point de vue de la pédagogie, cette capacité à le faire dans l'interdisciplinarité, c'est-à-dire non pas simplement en alignant des compétences différentes, mais dans une capacité à mixer et à faire converger ces différentes compétences. Donc un pont plus loin, un pont entre les mondes. Et moi, je voudrais tirer quelque part un autre pont, et un pont cette fois-ci avec l'histoire. Et c'est peut-être une vieille déformation historienne, mais il faut bien assumer ce que l'on est. La question est de dire pourquoi on est là et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tous ensemble, on est rassemblés à cet endroit pour poser la question de Matrice. Ça nous renvoie à la fascinante histoire des internets, et c'est un peu celle que je voudrais développer ici pour vous montrer que ce que l'on fait, ce n'est pas simplement lancer un programme à l'entrepreneuriat, comme ça pourrait exister à différents endroits. Ce que l'on fait, c'est s'inscrire dans une histoire du numérique et dans une histoire des internets que je voudrais problématiser maintenant. Tout commence, ou en tous les cas, tout prend forme dans le courant des années 60, avec ce moment de révolte et contre, justement, la première image que j'ai mis là, le système industriel largement rationalisé, la jupe sous le genou et toute la centralisation des technologies captées, notamment dans une perspective militaire durant les années 50. Et contre cette grande pyramide bureaucratique qui tient les sociétés, contre la peur aussi de la guerre froide et des soviétiques qui amène à une forme d'ordre à peser sur les sociétés,
émerge toute une forme de critique et de contestation qu'on a appelée la contestation sociale, qui se mobilise contre la guerre du Vietnam, contre le complexe militaro-industriel, et qui a donné ce qu'on a appelé la nouvelle gauche et tous ces mouvements qui, du féminisme aux droits sociaux, en passant par le free speech, et là c'est une image de Berkeley en 1964, se sont mobilisés contre cet ordre social. Cette critique sociale, elle a été assez hostile aux technologies, longtemps regardée avec mépris. Mais à côté de cette critique sociale du monde des années 60 a émergé une autre critique qu'on a pu appeler la critique artiste, et à l'avant-garde de laquelle était le mouvement hippie. Et c'est le détonateur qui va faire l'histoire de l'Internet, car finalement, tout était prêt dès les années 50 et au début des années 60 du côté de Boston, du MIT, de Harvard, mais c'est de l'autre côté, du côté de San Francisco, et c'est pour ça que ça faisait sens de faire un petit coucou à notre ami Kwame, que tout a pris forme. Les théoriciens, les penseurs de ce sujet, de cette question, de cette histoire des Internets, des gens comme Fred Turner, comme Dominique Cardon, datent précisément le basculement, en quelque sorte, la bifurcation, à la date du 15 octobre 1965, à l'occasion d'une manifestation anti-guerre, et quand Ken Kesey, l'un des fondateurs des Merry Pranksters, alors un groupe musical et bien au-delà, représenté ici, avec un bus formidable qui ne jurerait pas dans la cour de l'école 42. Ken Kesey, à l'occasion de cette manifestation, dit « Non, mais en fait, nous n'arrêterons pas la société, nous la transformerons pas. Ce que nous pouvons transformer, en revanche, c'est nous-mêmes. Et c'est changer nos horizons, changer nos façons de faire, changer notre manière de nous connecter les uns aux autres, de nous connecter au monde, au cosmos et à l'univers. Et du coup... s'orienter du côté du LSD plutôt que du côté des luttes sociales. » Et finalement, c'est ça qui a marqué largement l'histoire de l'Internet, avec une entrée, avec une forme de désertion des combats politiques centraux pour essayer d'aller vivre des expériences collectives. Et c'est le coup de départ, le coup de sifflet de départ de plus de 700 000, à peu près 750 000 jeunes qui sont partis dans le, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, dans le Nouveau-Mexique, expérimenter d'autres façons de se connecter et d'autres façons de faire société, avec l'idée de vivre de nouvelles expériences, de se plonger dans de nouvelles subjectivités et de rechercher une forme d'authenticité dans les liens avec les autres. Et c'est ici que la libération de la créativité prend le dessus sur une forme de souci de justice et d'égalité qui, jusqu'à présent, avait porté la critique du système tel qu'il était. En gros, tout était bon pour élargir sa conscience, du LSD au bouddhisme, en passant par la cybernétique et justement par le micro-ordinateur, avec l'idée de mettre des gens en réseau. Et c'est ainsi que les choses ont pris forme. Mettre des gens en réseau, diffuser des savoirs, capter d'autres énergies, et ainsi libérer, construire, former une autre parole pour pouvoir justement avoir une autre prise sur le monde. Alors, l'histoire n'est pas si simple, parce que dans la constitution des Internets, ça c'est une des filiations, mais il y a aussi une autre filiation, qui est la filiation de l'armée américaine, où par l'entremise de la DARPA notamment, multitude de projets ont été fondés. Et là aussi, la réflexion des militaires sur l'Internet était de dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas être complètement atomisé si une bombe soviétique tombe sur le centre de commandement, et c'est ça qui amène à dématérialiser les communications. Mais néanmoins, c'est cette histoire de l'Internet pensée par les hippies qui aujourd'hui nous intéresse, et je vous dirai pourquoi après, bien entendu. Avec un glissement majeur qui se produit dans les années 80, où justement toute cette foule qui a été un peu déçue par les expériences hippies, par justement la recréation d'un certain nombre de rapports de force et de domination dans ces communautés du Nouveau-Mexique, s'oriente vers autre chose et s'oriente notamment vers les Internets et vers la capacité de se mettre en réseau. Et dans les années 80, l'évolution se fait en se disant mais ça, cette façon de faire, on peut la porter dans d'autres mondes, et notamment dans les mondes des entreprises, où justement l'idée a été de redéfinir les modes d'organisation à partir de ces valeurs, à partir de la question de la créativité, à partir de la question du lien à l'autre,
pour pouvoir finalement faire triompher l'horizontalité et mettre un terme au cycle fordiste. Et finalement, réinventer le capitalisme qui avait été attrapé au collet en 1968 et qui s'est quelque part promis que l'on ne l'y reprendrait plus. Et j'ai voulu isoler ici le magazine Wired, qui est l'un des symboles de cette conversion de ceux qui ont fait l'Internet et qui ont été les libertariens, les libertaires justement, à devenir des libertariens. Donc il y a cette évolution-là. Et finalement, nous sommes ici aujourd'hui, en le sachant ou sans le savoir, les enfants un peu bizarres des hippies, des libertariens et des militaires. Et ce que je vais dire, c'est que du logiciel libre à l'entreprise libérée, il y a cet ADN, il y a cette filiation dans les aventures du numérique et dans ce qu'est le numérique aujourd'hui. Alors, pourquoi je dis ça? Pas simplement par plaisir historien, même si c'est un plaisir réel et je sais partagé par certains d'entre vous ici, mais parce que ce que je veux dire, c'est que cette histoire a gagné. Cette histoire a gagné au sens où partout, la recherche d'expérience a triomphé. Partout, quand on conçoit un produit, quand on conçoit un site internet, quand on conçoit un service, la question de l'expérience utilisateur est quelque chose qui devient centrale et première. Quelque part, les entreprises, mais aussi les institutions, les mondes de la recherche ont socialisé cette forme de culture-là, de contre-culture, qui est devenue finalement assez largement centrale. En sorte, l'idée de communauté a été importée dans le capitalisme. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, les modèles économiques gagnants sont aussi des modèles qui constituent des communautés, comprises au sens de passer d'un produit à un autre, de l'iMac à l'iPhone, etc., pour pouvoir garder des clients dans une même logique. Et partout, il faut être agile, créatif, authentique, ouvert, débureaucratisé, décentralisé pour être du bon côté de l'histoire. Au risque de se perdre et dans des modèles complètement hybrides et complètement bizarres. Un modèle comme Google concentre aussi bien la question de la communauté et ces valeurs-là venues d'ici, et puis la question de la centralisation la plus forte d'un point de vue capitalistique qu'il faut aujourd'hui, à mon avis, problématiser. Ainsi, réconciliée avec le monde, la communauté émancipée s'est fendue dans le vaste cadre du marché, pour le pire comme pour le meilleur. Alors justement, le temps est venu de problématiser cette histoire et de dire la chose suivante. Nous prétendons que justement, cet imaginaire numérique s'est imposé dans l'ensemble des mondes, que partout, la recherche de l'accomplissement plus que du statut s'est imposée. Et aujourd'hui, on recrute par exemple sans CV, que partout, la fluidité des usages devient dominante, que partout, des communautés plus légitimes commencent à s'imposer que, par exemple, les régulations traditionnelles. Et la question du Bitcoin et des monnaies alternatives qui tentent de se passer d'autorité centrale sont à l'avant-garde. On en pense du bien ou on n'en pense pas du bien. En tous les cas, c'est un fait social. En vrai, notre monde a changé. Et la génération qui est la mienne et les suivantes, mais finalement, ça nous concerne tous, nous n'avons plus le même monde mondial que celui de nos parents qui, eux, vivaient dans un voisinage topographique, là où nous vivons dans un voisinage qui est un peu différent. Et quand on voit que c'est par le biais des algorithmes, et notamment de Facebook ou de LinkedIn, qu'on se connecte à d'autres, on comprend que le voisinage qui est le nôtre est un voisinage particulièrement différent. Alors, soyons un peu plus concrets, et au-delà de ces éléments, je voulais dire la chose suivante. Toute personne qui recrute a bien mesuré aujourd'hui que plus qu'un emploi, ce que la personne recrutée cherche, c'est une expérience. Toute personne qui imagine et pense aujourd'hui, par exemple, les transactions immobilières, voit arriver des acteurs tels que les acteurs de la blockchain qui pourraient changer radicalement leur métier. Partout, l'atomisation de ces expériences suppose des capteurs pour capter des big data et comprendre les choses différemment. Partout, la diversité des parcours suppose des algorithmes qui permettent de les capter et de recommander différemment un certain nombre de choses. Et la question qui nous est posée est, mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire si Watson est plus fort que les médecins, si Watson est plus fort que les juristes, et si
ces différents systèmes techniques finissent par nous submerger. Et vous verrez demain comment Google va se lancer dans des assurances à partir justement des données et du nombre de pas que notre téléphone lui transmettra. Et on verra comment on arrivera à mesurer par le biais de la captation des données du travail et d'un certain nombre de données personnelles, comment est-ce qu'on arrivera à mesurer autrement le travail au-delà de la pointeuse ou simplement des indices de productivité. Donc on aime ou on n'aime pas, peut-être, mais en réalité, la question est là. Alors, une fois que j'ai dit on aime ou on n'aime pas, le sujet qui est le nôtre est de se dire comment est-ce qu'on se rend contemporain de notre propre histoire. Je ne veux pas jouer ni les prophètes ni les Cassandres, je veux dire que il faut poser la question de ce que l'on fait dans cette automatisation généralisée des relations, des savoirs, des façons de penser, tous ces différents éléments qui font que jusqu'à notre manière de connaître les choses ont bougé. Et finalement, peut-être sommes-nous tous des Saint-Denis avec notre tête séparée de notre corps, c'est la boîte ordinateur face à nous, et figurez-vous que cette boîte ordinateur, elle a même une mémoire, ce qui fait que les jeunes d'aujourd'hui apprennent différemment, connaissent différemment, et nous-mêmes, notre attention, nos facultés ont été complètement modifiées par là. Donc comment est-ce qu'on se rend contemporain de ce moment-là, de cette période-là que nous sommes en train de vivre et dans laquelle nous basculons les uns et les autres. Alors là aussi, il ne s'agit pas d'être technophile ou technophobe, même si ici vous savez plutôt de quel côté on est sans trop d'hésitation, mais de se dire comment est-ce que l'on colonise cette automatisation par des savoirs différents, par des approches différentes, par des pratiques résolument humaines. Et comment est-ce qu'on est capable de tordre, ou plutôt de rentrer dans cette technologie pour en faire quelque chose d'intéressant, de puissant et de prodigieusement intelligent. En somme, où est la part d'humanité dans la technologie? Et finalement, le programme Matrice, il est là. Il est là. Il est dans cette recherche-là et dans cette volonté de pouvoir poser ce sujet. Et vous verrez tout à l'heure comment est-ce que, en regardant les projets des étudiants, en regardant ce qu'on a construit, développé, imaginé, pensé avec eux, et ce que leur force a amené, parce que c'est ces jeunes-là, parce qu'ils ont été pris dans ce moment-là, parce que c'est notre époque, et c'est celle-ci, vous verrez à quel point ce qu'ils ont fait est intelligent et ce qu'ils ont fait est en capacité de transformer le rapport à la technologie pour la mettre au service de quelque chose qui a du sens. Et pour sortir d'une seule perspective de « je suis geek, je fais des lignes de code dans mon coin », et le monde peut bien s'écrouler, mais pour dire, j'ai aussi, depuis le numérique, depuis ma position, conscience d'une forme de responsabilité qui est la même, qui est la mienne dans le monde actuel. Alors partout, on va recréer des savoirs, des usages. Partout, on va recréer ce que des gens comme Amartya Sen ou Bernard Stiegler appelleraient de la capacitation. On va se rendre capables les uns les autres par le biais des technologies et en transformant les technologies de quelque chose, et ce quelque chose, c'est d'avoir une prise différente sur nos manières d'aimer, de vivre, de savoir, de penser, etc., et tout simplement sur les vies que l'on pratique les uns et les autres. Donc finalement, Matrice, c'est un projet, un processus de recapacitation collective, tant des gens qui le font que de la société, avec l'idée que par ce biais-là, on pourra sortir la recherche des laboratoires, sortir l'information des médias, créer de nouveaux réseaux vraiment sociaux, et amener la technologie à recomposer la part d'humanité qui est la tienne, justement en automatisant ce qui doit l'être et en désautomatisant nos capacités de savoir, de penser, d'aimer, et bien au-delà. Donc, Matrice, c'est un pas vers le troisième âge du web, qui est ce web-là, en faisant basculer la technologie de l'autre côté. Donc, finalement, si nous sommes là et si nous avons souhaité vous rassembler aujourd'hui, c'est pour franchir ensemble une autre marche, une marche nouvelle dans l'histoire des internets que j'ai retracée, et c'est pour ça que j'ai le retracé, en se disant il y a quelque chose d'autre à faire avec cette technologie. Donc, au-delà du programme qu'on va vous présenter, il y a derrière un engagement qu'on qualifiera de citoyen, qu'on qualifiera de politique, qu'on qualifiera d'intellectuel, en tous les cas, une prise de position sur le réel, sur le contemporain, et en se disant qu'on peut être autre chose que dépassé par l'accélération du temps, que pris par des masses et des mouvements économiques qui nous déportent et qui nous emmènent vers des endroits qui ne sont pas les nôtres, que l'on ne comprend pas ou que l'on ne maîtrise pas. Donc pour le coup, voilà, on entre aujourd'hui, et on espère que vous entrerez avec nous dans un processus qui est forcément et fondamentalement militant, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir de position sur le monde que l'on contribue à former, et d'autant plus quand on possède, comme c'est le cas des jeunes d'ici, les technologies qui sont en train d'amener ce basculement que décrivait parfaitement Nicolas tout à l'heure, et sur lequel rebondissent Yann. Donc voilà le cadre de Matrice, et pour ne pas prendre de retard sur le timing parce qu'on me fait les gros yeux, c'est ça que je voulais poser devant vous maintenant.
avant d'entrer en vrai dans le programme tel qu'il fonctionne. Merci. Alors, Matrice, comment ça marche? Comme ça. Matrice est un programme de formation à l'innovation réunissant des étudiants, des entreprises et des institutions. Chaque matrice se crée avec un partenaire autour d'une problématique pour développer plusieurs projets. Le processus matrice comprend 5 phases. La première phase, c'est l'immersion. Les étudiants des différentes écoles se rencontrent et se plongent dans le milieu de la problématique choisie. Les premières idées émergent. La deuxième phase, c'est la transformation. Les groupes formés deviennent des équipes et transforment leurs idées en un véritable projet. Vient ensuite la phase de production. Il s'agit de passer du concept au produit. Puis, la phase d'action. La solution produite est testée en situation réelle, puis lancée sur le marché. Enfin, vient la phase d'expansion, la dernière phase. Elle sert à accélérer le développement des projets et surtout à continuer à les penser dans une perspective d'écosystème collaboratif. Voilà. Voilà comment ça marche. Alors, on va revenir là-dessus. Voilà le programme qu'on va vous fabriquer, justement, avec 42 et Creative Valley, avec les équipes de 42 et Creative Valley, et que je tiens ici devant vous à remercier et à saluer, et puis avec les équipes de Matrice aussi, qui ont fait un boulot assez exceptionnel pour cette soirée-là, et qui sont encore en train de s'affairer en coulisses. Voilà ce que l'on va fabriquer, et que l'on n'aurait pas pu fabriquer sans le soutien initial du programme d'investissement d'avenir, porté à la fois par la Caisse des dépôts et consignations et par le Commissariat général à l'investissement. Un PIA, donc vous en avez peut-être entendu parler, hein, c'est ces plans d'investissement publics qui permettent justement de faire exister des projets. Et dans les temps qui sont les nôtres, qui sont des temps difficiles, le soutien public est une condition absolument décisive qui fait que sans ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc voilà, pour nous, c'est quelque chose d'important et je tenais à insister là-dessus parce que c'est ce qui permet justement à tout ce que l'on a raconté de prendre forme et de prendre corps. Alors, vous avez vu comment, en quelques images, comment fonctionnait le programme Matrice. Je voudrais revenir sur le sujet tout de suite et le décrire un peu plus précisément. Voilà, Matrice est un pas vers le 3e âge du web, en effet. Mais Ilan a bien saisi l'essentiel du discours. Alors, je reviens sur le programme Matrice en tant que tel. Et pour préciser ce qui a été dit dans la vidéo et pour rentrer dans le concret de ce que c'est. Matrice est un programme transversal, en effet, qui associe différentes écoles et universités autour de l'école 42, donc ce n'est pas simplement, loin s'en faut, un projet de codeurs, pour pouvoir les amener dans un processus qui va du début de la génération de l'idée jusqu'à la fin, jusqu'à sa réalisation. C'est-à-dire qu'on va passer par l'ensemble des étapes. On va se prendre tous les murs, toutes les difficultés, tous les problèmes d'apporter la transformation, l'innovation, qu'elle soit numérique ou autre, dans des mondes compliqués. Mais on est là pour ça et finalement, on aime plutôt ce sujet. Programme donc pluridisciplinaire, programme d'innovation où l'ADN de Matrice, c'est justement d'apporter la force de travail des étudiants, leur temps, leur créativité, leur façon de penser qui est une façon différente, justement dans des environnements qui n'ont pas nécessairement cet ADN, mais par contre qui portent la valeur, le savoir, la mémoire d'un milieu, quel qu'il soit, depuis le ministère de la Culture jusqu'à la Marine nationale, en passant par des acteurs privés qui font de la confiance numérique, etc., porter justement cet élément-là d'innovation dans ces mondes compliqués pour pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'à la production de solutions réellement viables techniquement et qui économiquement aussi ont une pérennité. C'est un programme de formation puisqu'il s'agit de le faire avec et à partir des étudiants, et que ce soit leur manière pour eux, non seulement de finir leurs écoles, celles-ci et les autres, mais aussi d'inventer leur propre activité et leur propre emploi pour les années à venir. Donc, programme de formation qui, au-delà
de mettre en œuvre une compétence technique va supposer de mettre en œuvre une multitude d'autres compétences qui vont de la gestion d'un collectif, et on reviendra sur le sujet tout à l'heure, jusqu'à la capacité à affronter tous les obstacles institutionnels, économiques, politiques, etc., jusqu'à réaliser en vrai le projet. Donc comment est-ce qu'on ne perd jamais l'étoile du berger, le but, la direction, tout en étant capable de pivoter et de se mouvoir, et en captant aussi la force et la valeur des professionnels qui font le milieu. Parce que Matrice, ce n'est pas un programme de disruption. Ce n'est pas un programme où, venu de notre planète Mars, on déboule dans un secteur et on fait tout exploser. Ce n'est pas une forme d'ubérisation. Ce n'est pas ça l'idée. Au contraire, l'idée, c'est de se dire, en travaillant avec vous et en rentrant justement dans vos entreprises, dans vos institutions, dans vos organismes de savoir, comment est-ce que l'on construit avec vous, avec ce que vous portez et dont vous êtes les meilleurs spécialistes, la capacité à inventer un monde différent. Inventer un monde différent et, ce faisant, transformer les étudiants. Transformer les étudiants en simples, depuis la position de simple étudiant à celle d'innovateurs mûrs, capables d'avoir une distance critique sur eux-mêmes et une distance critique sur ce qu'ils sont en train de faire. Programme de formation, donc, mais aussi programme de production. Parce qu'à l'issue du programme Matrice, il y a la production de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un objet réel, concret, solide, sérieux, sous la forme d'une solution numérique ou toute autre chose, et vous verrez de l'autre côté qu'il y a bien d'autres choses. Et c'est, comme je le disais, un programme de professionnalisation, au sens où, réellement, derrière, il y a la création d'activités et la création d'emplois. Voilà ce qu'est le processus Matrice. Alors, je voudrais désormais le décrire un peu plus précisément, en disant que Matrice, c'est à chaque fois un ou deux grands partenaires institutionnels, je vous donnerai des exemples dans quelques minutes, qui s'associent à 42 et d'autres écoles dans le cadre de la Matrice pour un processus de formation de 10 mois, décliné en 4 phases. Une phase où on plonge les étudiants dans le sujet, donc voilà, typiquement, conférence, immersion, découverte. Une phase qui finit par un moment de créativité, où là s'agrègent les équipes et se pensent les premiers projets. Puis une deuxième phase dite de transformation, où on reprend les sujets, on les pense, on réfléchit, on les retravaille, on tape de tous les côtés, on envoie les étudiants sur le terrain, ils comprennent, ils discutent avec les professionnels pour apporter une solution réellement complexe, réellement faite et qui envisage tous les aspects du projet. Puis une autre phase de production, où là, fini la discussion ou presque, c'est le moment de coder, et donc là, ça on sait faire, vous inquiétez pas, jour et nuit, ça se fait assez bien. Et ensuite, quand on a la solution, on passe dans une dernière phase, qui est une phase d'action, où là, l'idée est d'aller chercher véritablement les premiers marchés, les premiers partenariats, les premiers contrats, et de réaliser avec les institutions qui se sont penchées sur le berceau de ces étudiants, la valorisation économique, intellectuelle, sociale de ce qui a été pensé. Et puis on est en train d'imaginer les phases qui suivent, et pour l'instant on n'a pas encore exactement d'idée, mais on sait que ça ne s'arrête pas. Comme 42, il n'y a pas vraiment de fin, et ben c'est pareil sur la notion Matrice. On va continuer avec les étudiants jusqu'au bout et le plus loin possible. À chaque fois, ça concerne 20 à 30 étudiants, ce qui fait qu'ils se répartissent en 4 à 8 projets. Et c'est parti pour quasiment un an de formation, de réflexion, d'action, d'émotion et de tout ce que l'on peut imaginer dans ce cas-là. À l'issue, une équipe solide, mature, avec un projet viable et pertinent. Alors, la question que je voulais vous renvoyer à tous, c'est que vous soyez école, université, voilà. Vous êtes les bienvenus dans le programme Matrice et c'est avec vous qu'on a envie de travailler parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Si vous êtes une entreprise ou une institution publique ou une institution de savoir, si vous avez des sujets de rentrée, d'apporter du numérique dans ce que vous faites, de mettre de l'innovation, mais pas une innovation qui vous déborde, mais une innovation que vous pensez avec nous parce qu'on aura besoin de vous, vous êtes au bon endroit et on est prêt à construire avec vous des matrices assez formidables qui nous amènent le plus loin possible. Alors, si on peut passer à l'image suivante, voilà, c'est la mise en forme de ce que je vous disais, de ces différentes phases, immersion, transformation, production, action, et après, advienne que pourra, mais en général, le meilleur. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Tiffaine Lu, la directrice pédagogique de Matrice, parce qu'une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai dit qu'on mettait des compétences différentes ensemble, qu'on les accompagnait, qu'on passait par différentes phases, oui, en effet, c'est vrai, mais ça ne marche pas tout seul. Et il y a derrière, au-delà de cette association des gens, toute une pédagogie qui permet à tout ce processus
de tenir, de prendre forme et de prendre corps, et qui fait que les étudiants qui rentrent et les étudiants qui sortent, et c'est assez touchant en fait, et vous le verrez tout à l'heure, n'ont rien à voir et ont appris et compris quelque chose d'absolument différent, qui est la question du collectif. Ma chère Tiffaine, je te laisse la parole. Merci. Bonjour, je m'appelle Tiffaine. Et donc, du coup, je m'occupe de la pédagogie amatrice, mais je suis à la base chercheuse en sociologie et en sciences de l'éducation. Et je suis en train de terminer mon doctorat dont le sujet portait sur la formation à l'innovation. Et donc, si j'ose résumer ma question, ma grande question de ma thèse, ce serait peut-on former des innovateurs et comment ? Et pour pouvoir répondre à cette question, il m'a fallu commencer par définir, en tout cas construire la notion la définition de ce qu'est un innovateur. Et j'ai commencé par faire une revue de littérature sur le sujet. Et je me suis retrouvée avec en fait une liste de compétences et de capacités, de qualités assez exhaustive. L'innovateur est créatif, il peut leader une équipe, il a une pensée associative, il est capable de poser les bonnes questions, adaptable, curieux, passionné, acceptant les échecs. Donc capacité à réseauter également. Et en fait, cette approche par compétences qu'on retrouve du coup dans les formations à l'innovation, qui sont donc souvent, ça conduit à une formation à l'innovation une formation par les compétences, ça va donc se concrétiser en des cours de différentes disciplines. Donc, on va leur apprendre à faire des cours de créativité, de gestion de projet, de management. Ils vont participer à des modules de sciences humaines, de communication. Ils vont aussi, parce qu'avec les pédagogies actives, on a aussi évidemment l'approche par projet. Donc, ils vont participer à différents projets pour développer toutes ces compétences. Et de toutes ces compétences développées, le tout réuni devrait former un innovateur. Alors, moi, ce que j'ai vu en étant dans les milieux de l'innovation, en passant 3 ans à discuter avec différentes personnes qui étaient dans ces milieux-là, c'est déjà que l'innovation, c'est une ouverture à des nouveaux possibles qui est par définition totalement imprévisible. Et ça rejoint donc les résultats sur les innovateurs. J'ai pu donc interviewer un certain nombre de personnes identifiées comme telles. Et je suis arrivée à la constatation suivante, c'est finalement que l'innovateur, c'est quelqu'un qui a tellement bien intégré ses codes culturels et ceux des différents groupes sociaux qui gravitent autour de lui. Autrement dit, il a tellement bien intégré son passé qu'il peut proposer une vision du futur qui fait sens pour un grand nombre de personnes dans le présent. Et cela s'exprime à travers 2 traits principaux, 2 caractéristiques. Le premier trait, c'est l'intuition. Elle représente la somme de toutes nos expériences passées, intellectuelles, sensibles, émotionnelles, qui ont été tellement bien intégrés que pour l'innovateur, il n'a pas besoin de réfléchir pour sentir la marche à suivre. L'innovateur, il a une vision globale de ce qu'il doit faire. Et c'est en cela, excusez-moi, que sa démarche, en fait, s'oppose à une démarche de type la méthode projet qu'on connaît, qu'on enseigne notamment en école d'ingénieur. Car la méthode projet, en général, ce qui consiste à fixer des objectifs et ensuite à décliner les différentes étapes pour arriver à ces objectifs-là. À l'inverse de la méthode trajet de l'innovateur ou des artistes aussi, qui voit globalement la direction à prendre, mais qui va préciser sa réalisation et son objectif au fur et à mesure de son cheminement. Donc, comme disait le poète Antonio Machado, al caminar se hace el camino, donc en cheminant se fait le chemin, se construit le chemin, se dessine le chemin. Voilà. Et la deuxième caractéristique, le deuxième trait vraiment saillant de l'innovateur, c'est le leadership. Donc, le leadership, c'est dans le sens d'être capable de transmettre sa vision, son intuition, donc la vision qu'il a, et de savoir créer et organiser une structure efficace au service pour porter cette vision. Donc, on a d'un côté une capacité à écouter sa propre voix intérieure, et de l'autre côté, une capacité à sortir de soi pour retransmettre cette voix vers l'extérieur et fédérer autour de son intuition ou de cette vision. Et ça, là, on touche, en fait, ça renvoie directement à notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Et du coup, cela relève d'un processus de construction identitaire, de construction de notre identité. Donc, moi, ce à quoi je suis arrivée, c'est qu'une formation à l'innovation qui se situerait au plus près de son sujet, c'est une formation qui accompagne la construction d'une identité socio-professionnelle d'innovateur, de l'innovateur. Et Matrice a été conçue dans cet objectif. Alors, il y a 2 choses qui ont été assez déterminantes pour moi dans ma réflexion autour de Matrice.
C'est d'abord que j'ai, en début de thèse, j'ai été faire mon immersion. J'ai été faire une immersion à l'école 42, où nous sommes actuellement. Et donc, avec cette question de, voilà, vous avez un enseignement sans cours et sans prof, un enseignement à l'informatique, au code, mais est-ce que c'est possible de le reproduire pour d'autres disciplines, pour former à autre chose qu'à l'informatique? Et puis, l'autre rencontre, ou en tout cas oui, assez décisif que j'ai pu faire pendant ma thèse, c'est j'ai été à Strasbourg dans une formation qui s'appelle le Bachelor Jeune Entrepreneur et qui applique un modèle finlandais de pédagogie qui s'appelle Team Academy. Et donc, qui est a priori une formation à l'entrepreneuriat, mais une formation où l'idée, c'est pas de développer des projets, et l'accent n'est pas mis sur juste développer des projets, mais c'est vraiment de devenir entrepreneur en équipe. Et donc, on s'appuie sur le collectif pour devenir entrepreneur. Et pour en revenir à mon point précédent, la construction identitaire, elle passe toujours par le collectif. On se construit par rapport aux autres, en lien avec les autres, et c'est en ayant les conditions d'un rapport authentique qu'on peut s'épanouir et trouver ce qui fait sens pour nous. Et c'est ce que j'ai pu constater notamment dans cette formation du Bachelor Jeune Entrepreneur. Et ce qui se joue finalement dans une telle formation, qui vise non pas la seule acquisition de compétences ou capacités, mais la transformation de la personne, c'est la question de la liberté de l'individu et de son émancipation. Donc en mettant l'intention de la formation sur la personne et non pas sur l'apprentissage, on permet à l'étudiant de devenir sujet et non plus objet, non pas le moyen par lequel un but est visé, mais directement le but lui-même. C'est un enjeu fondamental, car quand la personne sent qu'elle est dans un rapport aux autres où elle est sujet, c'est là qu'elle peut s'engager véritablement dans un processus d'apprentissage et de transformation. Et donc, qu'elle va pouvoir construire son identité d'innovateur. Et c'est en ça que nous avons conçu la pédagogie de Matrice, qui se centre donc sur l'identité. Alors, je vais du coup vous présenter les 6 piliers ou les 6 principes de notre pédagogie. On en a déjà un petit peu parlé. Il y a l'apprentissage par l'action. Donc, évidemment, on est toujours relié à l'action, des projets, donc les étudiants sont directement dans le concret. Le travail en équipe, donc voilà, c'est vraiment la chose fondamentale dans Matrice, c'est vraiment de créer ce collectif, de nouer des liens ensemble et de travailler sur la notion du collectif. L'appropriation complète du projet, parce qu'on ne peut pas s'engager dans un projet si on n'en est pas, s'il n'est pas à nous, ce ne sera pas la même implication. L'interdisciplinarité, on fait donc des équipes qui sont mixtes, venant avec des étudiants de différentes écoles. Et évidemment, l'objectif n'est pas que les codeurs fassent du code, les designers fassent du design, les ingénieurs fassent je ne sais pas quoi, etc., etc. Mais que vraiment tout le monde travaille ensemble sur le projet et adopte cette vision du projet global. L'immersion et le dialogue avec les acteurs de terrain, évidemment, puisque les projets doivent être directement reliés et comment dire, construits avec les acteurs. Et puis, le respect de l'autonomie de l'apprenant. Donc, on a un principe, ne jamais refuser le droit à la personne de résoudre son problème par elle-même. Donc, ça, c'est nos 6 principes. Et puis, du coup, je sais plus c'est quoi la suite. Voilà, l'accompagnement. Donc, on a une équipe dédiée. Évidemment, les étudiants ne sont pas laissés lâcher seuls dans la nature. On les accompagne. Alors, avec différents intervenants. Donc, on a donc nos premiers, ce sont les tisseurs. Donc, ce sont des coachs qui sont là pour tisser des liens entre les équipes, faire naître le collectif. Et donc, les étudiants sont libres de faire leurs projets. Et juste, ils ont quand même une obligation, c'est une fois par semaine, on a une séance d'une demi-journée où justement les équipes peuvent échanger ensemble et construire à travers dépasser les obstacles qu'elles rencontrent en travaillant sur le collectif et en échangeant avec l'ensemble des autres équipes. Et donc les tisseurs sont là pour justement garantir le cadre de cet échange, de ce dialogue. Les ouvreurs qui aident à ouvrir le jeu, à augmenter le champ des possibilités pour les équipes. On a les experts qui sont appelés quand il y a un besoin précis, donc qui émergent des équipes, et dans ce cas-là, qui viennent pour répondre à des questions précises. Et puis les acteurs, évidemment, qui sont donc les personnes qui sont sur le terrain, qui vont être les premiers testeurs des projets et qui vont être, aussi peut-être potentiellement les premiers clients, ou en tout cas les partenaires, ça c'est sûr. Voilà, alors... n'hésitez pas à aller voir mon site avec mes articles si vous voulez avoir plus d'approfondissement. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, Tiffaine. Alors, pour rendre les choses concrètes sur le plan pédagogique, tu viens de le faire. Moi, je voudrais rendre les choses concrètes sur le plan des matrices que l'on est en train de réaliser, avant que vous n'ayez tous complètement cuit et qu'on puisse vous laisser filer après, justement, dans la deuxième partie de cette sympathique soirée. On a actuellement 5 matrices qui sont en cours. La première, historiquement, on l'a lancée avec l'Institut Pasteur et l'hôpital Robert Debré sur ce que le numérique peut pour l'autisme. Et on a rassemblé autour de 42 des étudiants en design de l'école de Condé, et puis de IARTSUP, des cognitivistes du centre de recherche interdisciplinaire, des parents, des enfants, des psychologues, les généticiens de Pasteur, les pédopsychiatres de Robert Debré. Et c'est dans cette mayonnaise-là qu'ont émergé un certain nombre de projets particulièrement intéressants. Et vous en verrez 2 de l'autre côté tout à l'heure. Première matrice. Seconde matrice, on l'a faite avec la Caisse des dépôts et consignations et le ministère du Travail autour d'un objet formidable, le compte personnel d'activité, où l'idée était de dire, mais bon sang, comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces droits sociaux aujourd'hui dans l'univers qui est le nôtre. Après tout, puisque nos mails sont synchronisés et sur notre ordinateur et sur notre téléphone, pourquoi nos droits sociaux ne seraient pas synchronisés et pourquoi est-ce que, en les connaissant et en étant à la tête de ceux-ci, on ne serait pas en capacité de construire notre futur professionnel? Et pour ça, on l'a fait avec des énarques, avec des étudiants de l'ESSEC et avec des étudiants d'une école de communication qui s'appelle Césacom. Et c'était assez prodigieux de confronter ces différentes cultures. Un énarque et un 42, ça ne pense pas pareil, c'est clair. Mais pour le coup, ça marche vraiment bien quand les uns et les autres acceptent de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire que les énarques sont rentrés sur la question des politiques publiques, la politique d'emploi, formation, ça marche comme ça. Et puis au bout d'un moment, les 42 leur ont dit « Ok, c'est vrai, mais sauf que ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, c'est nous, et ceux qui sont au RSA, c'est nous. Donc on va maintenant discuter différemment. » Et là, en effet, ça permet de recadrer les choses, mais ça permet aussi aux 42 de sortir de sa pure approche individuelle en rentrant dans une logique un peu plus globale. Et ça, les énarques le portent. Et donc du coup, voilà, la richesse, elle est là. Elle est dans ce rapport-là. Vous verrez un certain nombre de projets qui sont issus de cette matrice CPA tout à l'heure. Et puis, on a continué avec une matrice complètement différente, avec le commissariat à l'énergie atomique, en partenariat avec l'école de design de Strat, où justement le mix entre codeurs et designers s'est fait de manière assez merveilleuse, où l'idée était de passer de mathématiques fondamentales à des prototypes industriels que le showroom du CEA était en capacité de montrer pour que, quand passent d'autres industriels, ils disent mais oui, c'est ça qu'il faut, et ça marche plus sur des prototypes que sur des équations qui s'enchaînent sur des tableurs Excel. Donc pour le coup, ça a été ça le travail des étudiants, et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés entre des chercheurs qui avaient une logique de chercheurs et la valorisation de la recherche qui avait une logique de valorisation de la recherche, tirés des deux côtés à essayer de naviguer et d'inventer quelque chose de pertinent. Et puis on a lancé une matrice avec le ministère de la Culture et plus précisément la Direction générale de la création artistique, je vois qu'elle est ici bien représentée, autour de création, médiation et diffusion de l'art à l'heure du numérique, en partenariat avec les Arts Déco, les Beaux-Arts de Cergy et une école d'ingénierie culturelle, l'ICAR. Et tout à l'heure, je donnerai la parole à Nicolas Logereau qui nous en dira un petit mot. Et puis, on vient de lancer une nouvelle matrice avec la Marine nationale et avec Thales, dont l'idée, l'objet est de dire comment est-ce que l'on capte les différents signes du trafic maritime, depuis les ports, les bateaux, les cargaisons, les équipages, les armateurs, toutes ces données qui, de manière éparse, ne veulent rien dire, mais par contre, si on est capable de les mettre ensemble, peuvent apporter une information particulièrement signifiante. Donc une nouvelle aventure qui se fait avec des étudiants de 42, des étudiants de Sciences Po, des géopoliticiens de Paris 1 et des designers de l'ENSAD, et qui va nous amener à produire quelque chose d'assez incroyable, mais on est au tout début. Et enfin, il y a un autre partenariat qui se fait dans le cadre de l'incubateur des politiques publiques de Sciences Po, avec justement l'école d'affaires publiques de Sciences Po et donc 42, sur un sujet de citoyenneté numérique. Et vous verrez là aussi un certain nombre de projets tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette description des différents projets vous a mis l'eau à la bouche, parce que vous verrez ce que, depuis ces partenariats décrits comme ça de manière théorique, les étudiants sont capables de faire, et c'est assez fascinant. Alors, je voudrais aussi vous dire ce qui va se passer demain. Demain, on va continuer. Demain, on va lancer un certain nombre de choses. Et je vous annonce ici, comme ça, c'est un clin d'œil, qu'on travaille avec Port Parallèle, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, pour, au-delà de la formation, inventer les prochains modèles d'entreprise pour que nos étudiants arrivent à imaginer quelque chose d'autre, au-delà de produits différents, dans des formes économiques différentes. Avec Capgemini, on commence à réfléchir à comment est-ce qu'on est capable d'accompagner les étudiants et de se connecter avec d'autres univers. Avec Sciences Po, on est en train de réfléchir, dans le cadre de l'incubateur des politiques publiques, à comment est-ce qu'on systématise la démarche, et elle n'existe pas que dans 42
42 et assimilés, mais elle fait des petits ailleurs pour porter ce genre de projet. Avec le Woozboo, on a aussi des problématiques d'aller capter plein d'acteurs, plein de gens particulièrement intéressants et qui peuvent fédérer des étudiants autour de leurs problématiques. Avec le do-tank des entreprises moyennes, on a le projet de porter ce que l'on fait au sein des mondes des entreprises. Et avec Team Academy, comme le disait Tiffaine, on va continuer à travailler, à réfléchir et à penser la formation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous a rassemblés ce soir pour vous présenter la manière dont on est en train de repenser la formation et on le met en œuvre. On va vous réinviter plusieurs fois parce qu'on va justement reconfigurer le modèle d'entreprise. Ce sera la prochaine étape. Et puis il y aura une étape suivante où derrière ça, on va aller frapper à la porte des mondes de la recherche en disant on est là et on peut outiller les mondes de la recherche par du numérique. Et on peut amener à faire des thèses différemment. Et on peut inventer une autre forme et une autre façon de faire de la recherche. En tous les cas, vous, institution de savoir, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'on sera là pour vous aider. Et puis, on va transformer autre chose, c'est les intranets. Et ça, on vous en reparlera le moment venu. Alors, on s'achemine vers la fin, mais je voudrais avant, une dernière chose, donner la parole à 3 acteurs différents, parce que là encore, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, et que eux puissent vous dire comment est-ce que depuis leur position institutionnelle, d'école, d'entreprise, ils ont vu, vécu, pensé Matrice, et comment est-ce que c'est rentré dans leur propre quotidien. Élie, je propose de te donner la parole pour qu'en 2 minutes, tu nous dises comment, toi, depuis le ministère de la Culture et la Direction générale de la création artistique, s'est pensé et s'est projeté le programme Matrice et ce que ça a apporté chez vous. Alors, je crois que le départ de ce partenariat ne surprendra personne, à savoir que dans le champ des arts vivants dont nous nous occupons à la Direction générale de la création artistique au ministère de la Culture, les usages de ceux qui fréquentent les salles de spectacle, les centres d'art contemporain, se modifient à une vitesse très importante et que, au-delà de ces usages, ce à quoi nous assistons, c'est vraiment la naissance d'une culture numérique au sens fort du terme. Et il est tout à fait clair qu'il faut affronter cette question. C'est ce qui nous a mené vers ces thématiques en général, non seulement pour les possibilités qu'elle ouvre, mais aussi pour les défis évidemment qu'elle nous lance d'ordre économique notamment, mais aussi sur le plan du sens, puisque pour nous il s'agit de faire en sorte que le numérique, ça ne soit pas seulement une affaire de technique, mais aussi, comme tu l'as dit, avant tout réellement un engagement politique au sens le plus fort et noble du terme. Donc ça, c'est le contexte général. De manière un petit peu plus précise, je dirais que pour nous, il n'est pas facile de se lancer dans une démarche, disons, d'exploration de méthodes nouvelles. On sait faire des colloques, disons, de type universitaire. On sait évidemment lancer des marchés publics, mais par définition, un marché, eh bien, je dirais, n'est pas réellement innovant. Et dans ce contexte-là, il n'est pas toujours facile de définir en quelque sorte comment on va trouver ce qu'on ne savait pas qu'on cherchait au départ. Donc c'est un petit peu ça la logique générale. Il y a simplement un point que je pense il faut noter et transmettre, c'est que quand nous avons lancé ce projet, et encore maintenant, ce que moi j'en retire le plus nettement, c'est un enthousiasme, une énergie importante. On l'a constaté quand on a invité des professionnels de milieux très divers à participer au début et qui se sont mobilisés de manière très importante. Il y avait réellement une attente, je crois, de rencontres nouvelles, d'interdisciplinarité. Ça, pour nous, c'est un sujet tout à fait majeur. Et on le voit encore aujourd'hui avec ceux qui continuent à suivre de très près ces projets, qui sont orientés essentiellement vers des services culturels. Vous les découvrirez, je crois, juste après. Mais c'est vrai qu'on est très heureux de cette énergie qui ne se dément pas. Voilà. Donc pour nous, c'est un projet très intéressant et qui reste évidemment pour nous de l'ordre de l'exploration en général aussi. Merci beaucoup, mon cher Élie. Mais en effet, il n'est pas évident de travailler...
il n'est pas évident de travailler avec des drôles d'oiseaux comme nous, où quand on arrive, on dit bon, écoutez, voilà, on veut pas de cahier des charges, vous rentrez dans un processus où vous savez pas exactement quelle est la fin, mais vous allez voir, ça va être super, et vous avez accepté de jouer ce jeu, et on en est particulièrement ravis. Alors, d'une institution à l'autre, je vais me tourner de l'autre côté vers le capitaine de frégate Benjamin Chauvet, qui, pour la Marine nationale, a aussi accepté de se lancer dans un exercice avec nous, et pour savoir comment, vu depuis l'institution, vous avez pensé et senti ça en partenariat avec Thales, je crois aussi ici bien représenté. Donc, bonsoir à tous. Donc, je pense que je ne vous décevrai pas. On m'entend ? Oui. Ça marche ? Oui, ça marche. Je ne vous décevrai pas en vous disant que pour faire notre évolution numérique, on s'est moins tourné vers le LSD que d'autres. Mais c'était bien un peu l'idée en venant vers 42, et quand je vous écoute, en fait, je m'aperçois qu'on partage beaucoup de choses. En fait, la première étant qu'on croit évidemment beaucoup à l'individu dans la marine, mais on croit surtout à la force du collectif, et c'est un peu ce qu'on appelle chez nous les marins l'esprit d'équipage. Donc ça, c'est la première chose qui nous a reliés. La deuxième, c'est l'innovation. Je ne sais pas quelle image vous avez de la marine, pas trop poussiéreuse j'espère, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, dans la marine, on est déjà en train à l'état-major, on est déjà en train d'imaginer la marine de 2050. À bord de nos bateaux, il y a des gens qui bidouillent pour améliorer leur quotidien. Ça m'est déjà arrivé, justement, d'essayer d'inventer des petits logiciels qui nous permettent de mieux performer en mer et être plus efficace. Et puis, on a cette idée que le marin est toujours adaptable et c'est toujours de s'améliorer. Et puis le troisième point, c'est l'interdisciplinarité, puisque pour faire fonctionner un porte-avions qui est en fait une centrale nucléaire, un aéroport et une petite ville, et en plus un bateau de guerre en 250 mètres de long sur une cinquantaine de large, il faut de la pluridisciplinarité. Et ça, c'est un truc qu'on maîtrise assez bien pour faire fonctionner ce logiciel complexe qui est fait d'hommes et un peu de tôle quand même, que sont les bateaux. Donc ça nous a beaucoup rapprochés de 42, donc c'était assez naturel de venir vers vous pour se lancer dans un hackathon qui va déboucher sur un projet et sur un stage qui est à mon sens très prometteur sur le thème du renseignement ou de l'évaluation d'une situation maritime, puisqu'on se rend compte que nous, depuis un certain nombre d'années déjà, le monde de la mer est touché par le big data, par tous ces gros mots-là. Et donc l'idée, c'est bien d'aller chercher là-dedans tout ce qui peut nous intéresser pour améliorer notre connaissance de l'environnement, notre maîtrise de l'environnement maritime et évidemment améliorer la sécurité en mer. Donc on a fait ça la semaine dernière. Moi, j'ai adoré. On a formé un petit équipage de 50 personnes. C'est pour l'instant un petit patrouilleur, mais qui sait, peut-être qu'un jour, on aura une escadre et que la matrice pourra naviguer en haute mer. Eh bien... Nous en serions ravis, et merci pour cette belle métaphore qui résume en effet bien l'esprit commun que l'on partage. Alors je vais donner la parole à une troisième personne. On va sortir des institutions pour donner la parole à une école qui joue le jeu avec nous, et au-delà d'une école, un personnage qui est présent dans tout 42 par sa collection absolument magnifique que vous pourrez voir, et pour ceux qui le souhaitent, on va organiser des petits tours dans 42 justement autour de cette collection. Nicolas Logereau-Lasserre, qui dirige l'ICAR et qui est partenaire avec nous sur la matrice Art et Numérique. Bonsoir à tous. Et oui, un petit mot pour vous dire que d'abord un point sur l'ICAR, ça a été vraiment fabuleux pour nous de nous associer à ce projet matrice et pour nos étudiants. Et je me revois il n'y a pas plus tard que 8 mois de ça, en train de rentrer dans des classes et d'expliquer ce qui allait se faire ici. C'est-à-dire ce qu'il a fallu, vous voyez, un certain temps pour vous expliquer à travers ces différents slides et les différents contenus pédagogiques. Et donc, il n'y a eu que les plus fous, les plus téméraires ou les plus inconscients qui se sont embarqués dans cette aventure. Tu l'as constaté, FX, non ? Je l'ai constaté. Voilà. Et donc, parmi ces 300 étudiants, eh bien, ceux qui avaient une envie entrepreneuriale se sont investis et ont été embarqués dans ce programme. Et peut-être, et je fais très court, la plus belle récompense que j'ai pu obtenir de ces jeunes gens, c'est leurs projets qui deviennent réalité. Vous les toucherez du doigt, pas les étudiants, les projets. Non, parce que et c'est donc ces projets qui deviennent réalité. Et puis aussi, ici ou là, quelques phrases, et j'en ai une en tête d'un étudiant qui me dit « J'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie là ». Parce que d'un coup, il y avait une légitimité.
je rends hommage à Elie, encore une fois, ministère de la Culture, c'est notre matrice, qui a ouvert les portes de toutes les institutions. Et j'en ai vu 3 débarquer dans mon bureau il y a 2 semaines, qui revenaient d'une archive secrète, d'un stock secret du Centre Pompidou, je n'ai même pas le droit de dire où il est. Et vous voyez, personne ne rentre, forteresse incroyable, et ils avaient vécu un moment fascinant. Et voilà un exemple, mais parmi beaucoup d'autres, ils ont pu rencontrer tous les gens qu'ils souhaitaient rencontrer, et j'imagine dans votre secteur, ça a été le même cas. Donc voilà l'aventure formidable. Et vous dire aussi que, avant probablement de vouloir révolutionner son secteur, les choses se passent souvent en interne, dans son propre terreau. Vous voyez, dans nos propres univers, avant de les imaginer par d'autres à l'extérieur. Et peut-être qu'ici, un des terreaux de Matrice, ça a été effectivement, tu en parlais, ces œuvres d'art qui sont venues vivre dans cette école depuis 3 ans, que les étudiants se sont appropriés, et au point où on a carrément ouvert au public il y a 6 mois. Et donc, ce terreau-là qu'on a pu créer au sein de 42, a fait que ces étudiants n'ont plus été que perçus comme étant de très bons techniciens, de très bons développeurs ou codeurs, mais aussi des gens qui vivaient dans cet univers, l'art faisant son travail. C'est-à-dire, alors là, je me lance dans quelque chose d'incroyable, parce que qu'est-ce que l'art produit ? Bien, probablement, si autant de gens qui vendent des sacs à main, voyez, se servent de l'art pour vendre mieux leurs sacs, ça... Madame dit oui, elle a compris. C'est la seule, hein. Les autres n'ont pas compris ? Ok. Ça prouve bien que l'art anoblit. Et c'est cet anoblissement aussi qui est venu créer, j'espère ici, des vocations. Et pour finir, vous avez vu Nicolas Sadirac tout à l'heure qui me dit, il n'y a pas longtemps, mais comment détecter les gens, les artistes dans cette école ? Quel process on pourrait mettre en place pour aller encore plus loin ? Parce qu'il y a peut-être des artistes du numérique qui sont ici. Et en fait, bien oui, ils sont là. Ils existent déjà, il faut simplement leur donner de la visibilité, tendre la main pour les voir exister, parce qu'en fait, ils sont là parmi nous. C'est ça qui est assez fascinant. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Nicolas, merci à tous. Alors je vais finir par la phrase rituelle. Bienvenue dans la matrice. Vous êtes pour nous désormais des matriciens, comme nos amis étudiants qui eux travaillent depuis des mois et des mois. Justement, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant de l'autre côté et qu'on aille voir ce qu'ils ont fait autour d'un verre de l'amitié et autour d'un certain nombre, d'un même cocktail plus que de l'amitié, et autour d'un certain nombre de performances artistiques, notamment Théo Lopez qui va styliser le logo Matrice sous nos yeux dans la cour. Là. Donc voilà, répartissez-vous de l'autre côté dans ce qu'on appelle le 0 ici pour voir les projets, de l'autre côté dans la cantina là où est le cocktail, et puis dehors, partout. 42 est à vous ce soir. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci à Meylan pour ses sympathiques dessins et vous pourrez tous les retrouver sur le PowerPoint. Voilà, clairement, elle a tout compris de la matrice et on espère qu'il en est de même pour vous. Merci beaucoup.